Salut et bienvenue dans la deuxième partie de l'interview d'Olivier Portenoy. Si vous avez loupé le précédent épisode où Olivier nous parle de sa période journaliste musicale, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Aujourd'hui, il va nous parler de cinéma ainsi que de musique car il officie dans plein de groupes, mais ça, vous allez l'entendre tout de suite. Bonne écoute. Il y a un sujet que tu connais bien, c'est celui du cinéma. Tu as intégré l'équipe de Film Actu. Voilà, je suis rédacteur en chef de Film Actu. Maintenant, en fait, je suis social manager, c'est-à-dire que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, je m'occupe des réseaux sociaux. Je fais des interviews, des vidéos, des montages pour les réseaux sociaux, pour Instagram, Facebook, compagnie, tout ça. Et en même temps, comme je bosse pour une boîte dans laquelle il y a Allociné. Allociné, c'est le gros site, la grosse marque de cette boîte-là. Je fais des happenings, des crossovers sur Allociné. Donc, comme on est collègues, des fois, ils me disent, bah, tiens, Olivier, est-ce que tu veux faire ça pour nous? Et voilà. Donc, je fais des trucs de temps à autre pour Allociné. Et je voulais savoir comment, toi qui te retrouves un peu social manager d'un gros site comme Film Actu, sachant que, bon voilà, tu as la cinquantaine. Hein. Je l'avais pas à l'époque, j'avais 40 ans. Je l'avais pas. Mais ça n'empêche que, comment toi, tu arrives à garder un poste en étant social manager, alors qu'en général, ce genre de poste, c'est donné à des jeunes. Bien sûr. Parce que c'est eux qui maîtrisent mieux les réseaux sociaux. Comment toi, tu arrives à garder ta place et à être respecté? Par du mytho absolu. En fait, je bossais pour une boîte qui s'appelait Mixicom, qui était plus petite, et je bossais sur un site de musique qui s'appelait Music Mag. Mais Mixicom, ça n'a pas rapport avec le Webedia ou c'est... Exactement. Non, Mixicom, c'est la boîte. Donc, ils avaient ces sites-là, un site qui s'appelle Jeux Actu. Moi, j'étais sur Music Mag, il y avait Film Actu. Et j'étais sur Music Mag avec un autre copain de Roxane, Guillaume Fouquet. Et bon, ça m'intéressait pas beaucoup. Hein. On faisait des news de musique, Pascal Obispo. Et en fait, Mixicom, à un moment, ils ont le nez fin. Ils décident de développer les youtubeurs. Parce que c'est une boîte de com, et notamment les jeux vidéo. Donc, ils découvrent Cyprien, Squeezie, Norman, et compagnie, tous les trucs. Et donc, ils commencent à s'occuper d'eux. Donc, la boîte devient énorme et ils sont rachetés par Webedia, qui est ma boîte actuelle. Et au moment où on est racheté, mon boss de l'époque, Rafik, il me dit, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? T'es racheté en tant que Music Mag, ou est-ce que tu veux être Film Actu? Je sais que t'aimes le cinéma. Et en fait, il n'y a plus personne à Film Actu. Tout le monde se barre. Donc je dis, moi, j'en ai trop ras le cul de Music Mag, ça me plaît pas du tout. Ouais. Mets-moi à la tête de Film Actu. Donc j'y suis allé un peu au flanc. C'est-à-dire que je suis arrivé, bah oui, je suis rédacteur en chef de Film Actu. Je peux m'occuper des trucs. En gros, Film Actu, c'est une personne, quoi. Limite, c'est... Ah, mais c'est qu'une personne. Ça a toujours été qu'une personne. Alors, Film Actu est souvent connu par les gens grâce à YouTube. Parce qu'il y a toutes des bonnes annonces. C'est pas moi qui m'occupe de ça. Souvent, quand il y a une bonne annonce, en général, c'est celle... Je tombe sur Film Actu. C'est ça. Donc j'ai d'autres collègues, Fabien et d'autres gens qui s'occupent de ça. Et ils s'en occupent très bien. Voilà. Moi, je fais pas ça. Moi, j'ai fait le site et les contenus sociaux et les interviews, tout ça, les news, tout ça. Et donc, je suis allé un peu au flanc et je me suis mis à développer Film Actu. Après, j'étais déjà journaliste, j'avais géré un site, j'étais fan de ciné, j'avais déjà fait les interviews au cinéma. Le seul truc, c'est que j'avais aucun contact dans le ciné, mais zéro contact. Comment s'est fait de la connexion du coup entre Film Actu et Allociné? En fait, moi, je faisais Film Actu, tu vois, j'ai développé mon truc tout seul. J'ai appris, au début, c'était un site. J'avais des pages Facebook, mais il n'y avait pas de vidéo encore. Au moment où on est passé à la vidéo, bah, j'avais pas de monteur avec moi, donc bah, j'ai appris à récupérer les vidéos, à aller sur iMovie sur mon ordi, à le faire. Donc je faisais un truc tout pourri. Maintenant, je m'en sors un peu mieux, tu vois. Depuis, on m'a filé un... T'as pas de monteur à Film Actu, c'est vraiment toi qui fais tout? En fait, il y a les monteurs de la boîte qui m'ont aidé. Hein. Il y a des gens qui m'ont aidé. Mais en fait, non, parce que j'étais un peu le dernier arrivé. Et puis, tu sais, mine de rien, c'est notre côté punk rock et DIY. Comme tu veux faire un truc, tu fais un fanzine. T'as un groupe, tu veux enregistrer un disque, tu sais pas comment le faire, tu le fais, tu sors ton disque. Moi, j'ai pris ça. Il y a personne qui pouvait m'aider pour faire des vidéos et mes montages. Je me suis dit, bah, j'ai envie de le faire. Je suis d'accord, mais je parle de Film Actu qui appartient avant à Wikipédia et qui est une énorme entité. Mais parce qu'au bout d'un moment, sinon, je serais toujours en train d'attendre et je me suis dit, et je pense que c'est ça qui m'a sauvé. C'est pour ça qu'à mon âge, je suis toujours là. Au milieu de community manager ou social manager, ils ont toutes entre 22 et 28 ans. Et en fait, moi, je suis au milieu, je suis une anomalie. Mais si je suis toujours dans cette boîte et j'ai toujours ce boulot-là, c'est parce que j'ai réussi à rester curieux et surtout, j'essaie de m'adapter. C'est pas toujours facile, mais tu vois, au début, je faisais des vidéos longues. Et après, on me dit, ah bah non, ce qui marche maintenant, c'est des trucs de 30 secondes. Tu es obligé de tout changer. Ta manière de faire les interviews, ta manière de monter, les questions que tu poses, tout change. Et tu es obligé de t'adapter à une nouvelle génération, une nouvelle façon de faire. Jusqu'ici, ça va. Je suis pas sur TikTok, je crois que c'est un peu à la limite. Il y a des trucs, je pense qu'il y a des trucs qui vont arriver où il y aura vraiment trop un gap générationnel. Pour l'instant, ça va. Bien que ce soit le règne des formats courts entre les shorts, les reels et TikTok, tu as réussi à imposer un format long qui s'appelle grand écran.
Les gens sur leur téléphone, enfin, tu vois, tout le monde scrolle et regarde des trucs hyper courts. Les shorts, il y en a partout. Par contre, à l'opposé, d'autres gens, ou peut-être les mêmes à différents moments, tu cherches des trucs en mode podcast un peu sur YouTube, où les gens y parlent, où les interviews sont plus longues. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance que Allociné m'a proposé il y a 2 ans, ils m'ont dit voilà, on veut faire un nouveau format qui s'appelle Grand Écran. L'idée c'est de discuter avec des acteurs, des actrices ou des réalisateurs, pas faire des junkets, parce que les vols junkets ça dure 6, 8, 10 minutes au maximum, mais de parler avec eux 30, 40, 45 minutes. Est-ce que tu peux choisir les invités ou c'est Allociné qui te dit il y a un tel? Ouais, alors c'est selon l'actu, il y a une programmatrice, et des fois moi je propose, et des fois on peut pas les avoir, parce que ils veulent pas, parce qu'ils vont déjà faire Brut ou Combini ou d'autres choses, et ils veulent pas faire Allociné là. Est-ce que Allociné c'est un média qui pèse? Énormément. C'est un média énorme, c'est un média incontournable pour le cinéma. Premier média pour le cinéma. En général, après, tu vois, sur les réseaux sociaux ou pour les formats longs, Combini ou Brut, ils vont faire plus de vues par certains moments. Mais sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a les formats courts. Allociné est vraiment présent. Ouais, on en fait des très très bons scores. Et donc, moi c'est mortel parce que je me suis retrouvé à faire des interviews. Allez, c'est l'instant. Attention, les meilleurs, j'imagine. Moi, mes meilleurs souvenirs au grand écran, vous pouvez le trouver sur YouTube d'Allociné ou Allociné Interview. Le lien dans la description de l'épisode. Mais pour moi, mes souvenirs les plus incroyables, c'est Danny Boyle. Je pense que moi, c'est la meilleure que j'ai fait dans ce format-là. Danny Boyle, réalisateur, auteur de Trainspotting, plein d'autres films absolument incroyables. Sunshine et plein d'autres. Danny Boyle, j'ai fait Jeff Goldblum. C'était complètement fou. Mec, c'était fou. J'avais déjà fait Jeff Goldblum avant à Londres, 2 ans avant pour Jurassic World. Il se souvenait pas de moi, mais je pense que Universal qui sort le film avait dû lui dire voilà, Olivier, tu l'as déjà rencontré à Londres. Donc il arrive, il rentre au Grand Rex, il fait Olivier Portnoy, yeah, how you doing, my friend? Il me prend dans ses bras. C'est complètement dingue. Il m'a fait 4 hugs pendant le film, pendant les interviews. C'était incroyable. C'était hyper drôle. Il me posait plein de questions. Franchement, c'était génial. J'ai fait Julie Foster. Après, en français, récemment, j'ai fait Laurent Lafitte, Philippe Lachaud, Raphaël Quenard, Omar Sy, Guillaume Canet, Audrey Lamy, enfin Mélanie Laurent, j'en oublie d'autres, Juliette Binoche, Alban Ivanov, hyper cool. Trop gentil, un mec super. J'ai l'impression que vous étiez 2 potes, tu vois. Ouais, Je pense que toi, t'étais stressé parce que c'était la première. Pour ma première, c'était l'idéal. Le mec est bien, tellement cool que, franchement. Super bien. Et Juliette Binoche, justement, c'était un peu l'autre côté. C'est que au début, c'est un peu ambiance un peu froide, et à la fin, c'est genre, c'est pas 2 potes, on en est très loin. Elle était détendue, et on a l'impression, mais même qu'elle t'appréciait, tu vois. Mais tu vois, c'est la lutte parce que au début, c'était compliqué parce que du coup, alors je viens de la musique, comme on disait. Là, tu fais les interviews. Si c'est 15 minutes, ça te paraît court. Mais voilà, c'est avec des gros stars. Mais sinon, c'est 20 minutes, 30, des fois 40, 1 heure, où tu es dans une chambre d'hôtel ou quelque part avec les musiciens et en tête à tête. Peut-être pour les grosses stars, il y a quelqu'un qui est là quand même au cas où, tu vois. Donc, il y a un côté intime. Et là, tu te retrouves au cinéma à faire du junket. Il y a des caméras, il y a des gens dans la pièce qui ne disent pas bonjour, tu sais pas qui c'est. C'est vachement intimidant au début. Et quand je suis arrivé à Film Actu, je passais l'interview de 40 minutes à faire Tim Burton 5 minutes. J'arrive avec mes 45 questions comme d'habitude et tu peux en poser 3. Pendant quelques mois et peut-être même 1 an, j'étais dans la frustration tout le temps. J'arrivais pas à faire les interviews. Après, j'ai appris, tu peux pas faire les interviews pareil, t'es pas pour un magazine. Faut que tu penses autrement. Donc depuis, j'ai switché un peu de faire ce truc avec Allociné. Je suis trop content parce que je retrouve ce format long. Et effectivement, c'est pareil. Donc, t'as les caméras, t'as les gens qui sont là et c'est vachement intimidant. Moi, je suis pas animateur télé. Moi, je fais journaliste. Au début, presse écrite, parce que justement, tu es dans l'anonymat, en fait. Moi, j'aime bien ça. Toi, je suis passé de génération où tu es devant l'écran, où tu parles à l'écran. Moi, si je fais de la presse écrite, c'est pour une bonne raison. On m'entend pas, bafouiller, je peux un peu tricher mes questions si je suis bégayé ou autre. Et donc là, il y a plus de triche, là. Donc, il y avait ce stress-là. Et c'est vrai que quand tu retrouves Juliette Binoche, franchement, j'ai fait 10 questions en 5 minutes et elle me répond oui, non, peut-être. Qui se passe quoi dans ta tête là? Pourquoi? J'essaie d'être super focus sur elle et je me dis, waouh, ça va être compliqué. Puis déjà, elle arrive et c'est la première personne qui arrive. Il y a le setup, tu vois. Mes collègues, ils arrivent hyper tôt pour tout mettre en place. Il y a 3-4 cams, tout ça, les lights. Et elle fait, pourquoi les caméras, elles sont là? Pourquoi elles sont pas plus là? Donc, tu bouges tout. Enfin, toi, tu te dis, oh, ça va mal démarrer. Et en fait, elle est, dans ma tête, je sais pas, je me dis, il faut, enfin, tu vois, en plus, je suis filmé. J'avance, enfin, je peux pas arrêter. Donc, j'ai toujours ce côté où je continue. Mais sauf comme je suis je suis pas quelqu'un d'agressif, je fais pas de combat de coq, tu vois, même avec ceux qui me rentrent dedans. Donc, puis j'étais très content de faire Juliette Binoche. En vrai, elle est magnifique. C'est quand même une des plus grandes actrices françaises. Donc, moi, j'étais l'opposé. Elle me fait, vous rigolez beaucoup. Et c'est vrai que moi, elle me dit, vous souriez beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à sourire. D'autant plus quand je suis nerveux. Oui, c'est ça, parce que t'es nerveux aussi. Ouais. Vous souriez beaucoup. Et au bout d'un moment, elle me le dit 2 fois. Je fais, vous savez, je suis tellement content d'être avec vous. Je dis Juliette. Et à chaque fois qu'elle me rentrait dedans, je lui disais, merci Juliette, je passe un super moment. À un moment, je lui dis,
Parce que j'avais appris qu'elle a refusé 3 fois des films de Spielberg. Je dis, mais vous regrettez pas ça? Elle fait tous mourir, vous savez. Elle est super nulle, ta réponse. Raconte-moi des trucs. Et c'est vrai qu'à la fin, tu vois, je l'ai charmée, tout ça. Et à la fin, elle m'a fait 2 grosses bises. J'étais trop content. Elle m'a dit, t'es rigolo, toi, dans l'oreille. Et je me suis dit, c'est quand même une croqueuse d'homme. Mais pas avec moi, mais tu vois, elle a ce côté, enfin, c'est pas négatif, je dis ça, elle a ce côté séductrice. Elle a 62 ans, elle est magnifique. Et elle est très dans la séduction. Tu vois, Jodie Foster, qui a le même âge, qui est magnifique aussi, elle n'est pas du tout dans la séduction. Elle a un côté très pro, elle est très posée, très pro. Et Binoche, voilà, elle a de ce côté. Mais tu sais que cette interview-là, je l'ai jamais regardée. Parce que j'ai peur d'avoir un trauma qui revient. Et du coup, d'y penser la prochaine fois que je fais un grand écran. Et j'ai pas envie de. Voilà, je suis pas assez solide encore dans ma tête en faisant ces trucs-là pour pas être parasité par des moments un peu inconfortables. Est-ce que tu regardes une partie de sa filmographie avant l'interview? J'essaie de rattraper des films que j'ai pas vus, mais en fait, on est là pour parler de son dernier film, mais j'essaie de rattraper à chaque fois. Mais surtout, oui, je prépare. Je regarde plein d'interviews, tu vois, d'autres interviews, comme ça, j'ai les idées de ce qu'elle dit. Je prépare, je lis plein de trucs sur elle, bien sûr. Ouais, je prépare énormément. Est-ce que tu peux orienter ton interview, sachant que tu es pour un site quand même généraliste, Allociné, est-ce que tu peux vraiment orienter selon tes goûts perso? Non. Alors, mes autres interviews, non. Mais sur Film Actu, comme ça, je prépare mes interviews. On a une réunion de rédaction avec soit un autre journaliste ou une journaliste ou avec une collègue avec qui je travaille. Tu vois, donc tout le monde donne son avis des fois. Ou alors, ça, je trouve ça moins intéressant. Par contre, tu peux lui parler de ça. Il y a quelqu'un qui va me dire, tiens, tu peux lui parler de ça et j'aurais pas pensé. Il dit, c'est super cool. Moi, je prépare, mais on est 3-4 à faire la réunion. Moi, j'expose ce dont j'ai envie de parler. On me donne un ressenti. On me dit, tiens, ça, je trouve que c'est un peu moins intéressant. Par contre, tu peux lui parler de ça. J'ai lu ça, elle avait dit ça à tel moment. Je dis, trop cool. Tu vois, on me laisse quand même assez carte blanche. Au tout début, je m'en souviens, j'avais fait Guillaume Canet, je voulais lui parler de rock parce qu'il est copain avec Sid Maryse. Ah oui, Canet, il est quand même extrêmement stressé comme type. Et en fait, il est allé sur scène à l'Olympia avec Sid Maryse. Il monte sur court vite, écrit, il chante faux, mais il kiffe comme un fou. Il saute dans le public. Et je voulais lui parler de ça parce que je voulais lui dire, là, j'ai l'impression que c'est la première fois, on a l'impression que c'est vraiment toi. T'es pas en train de faire une interview, et je trouvais ça trop cool de lui parler de ça, de lui lâcher prise et tout. On m'avait dit, ouais, voilà. Et je regrette, depuis ça, Donc, depuis ça, maintenant, si j'ai une idée bien en tête, un truc dont j'ai envie de parler, j'en parle. Après, c'est toujours comme ça, tu sais, t'as une liste de questions. Moi, je vais être bien préparé, j'ai les fiches. J'essaye aussi comme je disais tout à l'heure, d'activer la conversation, c'est ça qui m'intéresse. Donc, de rebondir à ce qu'ils me disent. Et puis, des fois, il y a des questions, ça marche pas, parce que ça les passionne pas, parce que c'est normal. Hein. Désolé de remettre le sujet sur la table, mais moi, je connais tes talents d'intervieweur, mais je suis tellement étonné qu'un site comme Allociné fasse appel à toi, tu vois, encore une fois, à cinquantenaire. Bon, on a le même âge, c'est pas le problème, mais tu connais que la méta du moment, c'est place aux jeunes. Donc, pourquoi ils t'ont fait confiance à toi et pourquoi ils te mettent en avant également? À un moment, je faisais mes interviews Film Actu et j'avais fait l'interview de Josh Brolin, super acteur, j'adore en plus, tu vois. Donc, j'étais intimidé. Mais le mec, il vient du punk rock, je lui parle de ça, et il y a un truc qui se passe entre nous. Il me taquine, il m'envoie un peu chier, mais gentiment, et je comprends, je sais que c'est pour le blaguer. Et du coup, il y a un super feeling qui se passe. On n'est pas devenus potes, on s'est jamais revus, mais franchement, ces 8 minutes-là, ça reste un super souvenir. Et je crois que le rédacteur en chef à l'époque d'Allociné, il voit mon interview, il fait c'est des trucs comme ça qu'on doit faire. Et en fait, il trouvait que leurs interviews, des fois, elles étaient un peu trop lisses. Pas parce que les journalistes n'étaient pas bons, pas du tout, parce que les journalistes d'Allociné sont très bien. Peut-être qu'il les faisait plus en tant que fan de ciné et de gens qui bossent sur un site. Enfin, tu vois, où finalement, la presse écrite, tu vas poser d'autres questions. Et où là, comme il y a l'image, tu as envie de voir un peu de fun, tu vois. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, moi, je vais vers le fun parce que j'ai pas le temps de faire une vraie interview, en fait. Enfin, pour ces formats courts. Et je crois que c'est comme ça qu'ils sont venus vers moi. Ils voyaient que j'étais à l'aise en anglais. Et en fait, que je faisais rire aussi. Enfin, il y avait un moment un peu sympa. Je pense qu'ils sont venus vers moi pour ça. Et peut-être aussi pour chercher quelqu'un qui était pas à la rédaction. C'est pour essayer aussi autre chose, tu vois. Tu fais toujours ça, tu vas voir un peu ailleurs. Peut-être qu'au début, ils m'ont testé, puis après, ils m'ont gardé, tu vois. Aujourd'hui, je switch. J'ai une collègue qui s'appelle Émilie, qui sait très bien ce qu'elle fait. Elle a bossé avant à Click, France 2, Beau Geste. Donc, elle vient de la télé, tout ça. Et en fait, on fait une émission sur 2. On switch. Moi, j'en fais un, elle en fait une. Et je trouve ça hyper cool parce qu'elle fait pas les interviews comme moi. Tu vois, elle a pas les mêmes réflexes, elle a pas les mêmes obsessions, les trucs. Puis la même approche, la façon d'approche. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, de voir comment elle fait. Je fais, putain, prochaine fois, tiens, je lui dis, tiens, je vais faire comme toi, là. C'est bien la façon dont tu as abordé ça. Tiens, tu as intégré ça.
Donc, tu vois, je pense qu'on tous les deux, on se nourrit l'un de l'autre. Et moi, qui ai longtemps bossé tout seul à Film Actu, je suis hyper content de bosser avec des gens. Ah, mais c'est trop cool. J'ai l'impression d'avoir des amis. Non, mais c'est vrai. Non, mais dans mon métier, de pouvoir échanger, et c'est vachement cool. Ça t'intéresserait de travailler pour la presse papier? Non, en fait, à force j'ai tellement fait de presse écrite que j'ai l'impression que maintenant, je suis un peu cramé au niveau de l'écriture. J'ai un peu épuisé mon envie d'écrire. Les interviews, j'adore toujours. Je suis toujours passionné. Et du coup, j'aime bien faire la vidéo parce que j'ai pas à écrire. Et les fois où je fais encore des fois des interviews pour les fanzines. Tu vois, le Fennec, il m'avait proposé, j'avais fait pour eux Thérapie, Bad Religion. Enfin, c'est pas souvent. Et souvent, ils m'ont dit, bah, si tu veux faire un truc, fais-le. Donc, je leur avais dit, ah, bah, tiens, je vais faire 6, c'est ça, je l'ai pas fait. Donc, tu vois, voilà, j'ai plein de trucs à faire dans ma vie. Donc, j'ai plus ce plaisir de l'écriture. Je crois que j'ai tellement écrit avec punk rock et tout que maintenant, la vidéo, ouais, je trouve ça cool. Ouais. Ça reviendra peut-être, hein. Après, honnêtement, si un magazine me disait, tiens, Sofilm, ou je sais pas, j'adore Rokirama, ou d'autres choses, est-ce que tu veux faire une interview pour nous? Mais je serais ultra flatté. Mais je sais que ça arrivera pas parce que, et même, je sais pas si j'ai ce niveau-là, parce qu'ils ont une certaine façon d'écrire, les magazines de ciné, une façon d'analyser le cinéma que moi, j'ai pas. Moi, je fais des interviews en tant que fan de ciné, mais j'ai pas cette culture d'analyse. Et je sais pas si je saurais écrire sur un film en l'analysant. Ou alors, pas que je flippe de me dire, je peux pas faire comme eux, il faudrait que je le fasse à ma façon. Toi, j'ai un de mes bons copains, Pierre, il disait, tiens, on pourrait faire un podcast. Et j'étais là, mais je sais pas parler de trucs. Et finalement, quand je parle de ciné avec lui, je peux expliquer pourquoi j'aime les films et ce qui me plaît. Exactement. Mais je pourrais pas le faire, tu vois, comme d'autres podcasts de ciné que j'écoute, ou des mecs qui me parlent de trucs. Moi, j'apprends plein de choses, tu vois. J'ai pas leur vision, en fait. Donc, tu as interviewé plein de gens très très connus. Et des gens nettement moins connus aussi. Et des gens moins connus aussi. Mais si on fait le tour, hein, de toute ta carrière, depuis 30 ans de journalisme, parce que ça fait ça, il y a quand même du très beau linge. Et je vais te faire un petit questionnaire. Le questionnaire, c'est avec quel acteur tu as? Point d'interrogation. Quel acteur tu as eu le plus le trac? Je peux en dire 2? Ah oui. Liam Neeson, j'ai vraiment flippé et j'ai eu un mauvais feeling pendant toute l'interview. Il sortait un film d'action, je sais plus lequel. Et en plus, il a un gros accent irish. Et bah, pour le coup, là, l'anglais, j'étais un peu la ramasse. Et en dérochant l'interview, bah, je me suis rendu compte qu'il avait vachement d'humour et qu'il me disait des trucs sympas. Et tu répondais pas parce que tu n'avais pas compris comment? Non, j'étais sur le truc, mais je répondais. Mais je me disais, oh putain, c'est difficile. Et en fait, non, il était ultra cool. Et je regrette vraiment. Là, je suis passé à côté de mon sujet. Ça m'arrive rarement. Et sinon, alors il y en a plein où j'ai eu le track, tu vois, j'ai fait Brad Pitt, j'ai hyper le track, Christian Bale, j'ai flippé ma race, mais il est tellement gentil que c'est bien passé. Par contre, j'ai flippé avec Charlize Theron, je l'ai fait 2 fois. Une fois, il était cool, et une fois, c'était abominable. C'est la pire interview de ma vie. Ça a duré 5 minutes, j'ai l'impression que ça a duré 50 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit si... Je sais pas, elle m'envoyait chier, elle répondait pas. Enfin, elle était là, ouais, mais c'est quoi cette question? Tu sais, un peu dédaigneuse. Après, mes questions, elles étaient pas folles, hein. T'as 5 minutes, tu sais, c'est un film de vampire, tout ça. Je posais des questions de vampire. Mais franchement, j'étais là, oh putain, c'est long, voilà. Avec quel acteur tu as eu le meilleur contact? Et bah, Josh Brolin, c'était vraiment hyper cool. Sinon, je vais dire, parce que je vais en mettre 2, je vais dire Danny Boyle. Danny Boyle, franchement, on parlait de fans de cinéma. Et fans de musique. Tu vois, je lui ai offert un disque des Berus, des Shérifs, je voulais lui offrir des disques français. Et après, je dis qu'on parlait de fan à fan. On n'est pas au même level. Dans ma tête, c'était toujours, et je disais, monsieur, c'est monsieur Danny Boyle. Mais en fait, il est tellement accessible et tellement passionnant. Ouais, c'était complètement ouf. Et Josh Brolin, mais il y en a d'autres, hein. Je peux dire Keanu Reeves, qui était tellement gentil. C'est tellement fou de dire des noms pareils dans une conversation. Je sais, non, je sais. Jeff Goldblum. Non, mais je sais que c'est fou de citer ces noms-là. Je me suis dit les Français, hein. Alban Lenoir, extrêmement cool. Quand je le croise, je pense qu'il me reconnaît plus ou moins. Et là, il va écouter ça peut-être un jour, il va dire, je sais même pas qui parle. Il y en a plein d'autres, hein. Franchement, il y en a plein d'autres. Mais voilà, je cite les Ricains, les étrangers, parce que c'est avec ça que j'ai grandi. Donc c'est ça qui m'impressionne, en vrai. Avec quel acteur tu as ressenti un froid glacial? Charlize Theron. Vraiment, ça m'en Ouais. Et il y en a sûrement d'autres, hein. James McAvoy, j'adore cet acteur. C'est un acteur écossais que j'adore, que j'ai fait 3 fois d'interview, et la première fois, il était hyper froid, et 2 fois d'après, il était génial. Donc, ça m'a montré que ça dépend toujours du moment. Mais je vais dire Charlize Theron, ouais. Avec quel acteur tu as craqué pour lui ou pour elle? Margot Robbie et Ana de Armas. Ana de Armas, elle est d'origine cubaine. Elle a fait le dernier James Bond, elle a fait un spin-off de John Wick. C'est une très bonne actrice par ailleurs, et je l'ai vue pour le spin-off de John Wick. Elle était face à elle, elle a un petit rire. Alors, c'est quand même une star, quoi. Mais elle a une façon de faire... Enfin, je sais pas si elle fait semblant d'être, tu vois, hyper gentille et tout. Et ce qui est mortel avec ces 2 actrices, c'est que ce jour-là, j'ai pas toujours une caméra braquée sur moi, mais j'avais une caméra. Et en fait, quand on voit ma tête, des fois, j'ai une tête de...
on fait plus dire Golemont. Bah, ça va pas du tout ma tête, quoi. Et du coup, j'avais fait ça pour me marrer, pour faire rire des potes sur les réseaux sociaux. J'avais pris Margot Robbie qui me parle et ma gueule pendant qu'elle me parle. Je te jure, je suis Sinoc dans les Goonies. Avec quel acteur tu as senti le meilleur feeling ou la meilleure connexion? Et bah, franchement, Josh Brolin, j'avais envie de boire des bières avec lui, puis on a fini par parler d'Herkel, parce que c'était ses potes, et des Citorats, c'est toute cette bande de skateurs des années 80. Et c'était sur Dune, il s'attendait tellement pas que je lui en parle. Il y avait vraiment un truc. Franchement, on aurait pu rester à parler très longtemps, mais c'est pareil avec. En fait, je pense aux acteurs américains, parce que c'est ceux avec qui j'ai grandi. Enfin, c'est ce cinéma-là, tu vois. Mais sinon, j'ai envie de te dire, putain, Hugh Jackman, méga star, t'es hyper flippé. Le mec, il est accessible, il est sympa, et tu sens, ouais, c'est le côté australien. Tu fais pas du chiquet. Enfin, il aime parler de ses films. Dwayne Johnson, il est comme ça, mais plus américain. Il a pas beaucoup de temps. Tu flippes. Le mec, c'est un colosse. Il m'a mis la main sur l'épaule. Il fait, tu peux attendre 5 minutes. Je pense qu'il est aux toilettes. Pas avec Jerry Cantrell, hein, juste parce qu'il avait vraiment envie de faire pipi. Et après, il revient, et quand il faisait ça avec ses mains, donc je bouge avec mes mains, j'ai plus d'oxygène. Mais le mec, hyper pro. Toutes les interviews que tu as faites avec des stars vraiment internationales, est-ce que tu n'en as pas marre, à force de les voir jouer un rôle, le rôle de l'acteur, de l'actrice qui répond aux journalistes, toujours avec une espèce d'aspect robot, ou alors qui essaie de te charmer, qu'on fait des caisses, surtout ça, qui en fait vraiment des tonnes, mais tu sais que derrière, il y a un côté faux. Non, parce que je cherche ce petit moment, même si c'est en 30 secondes. Et puis après, tu sais, c'est mon côté naïf. Je me dis pas que les 15 interviews avant, on leur a posé la même question. Parce que sinon, je vais pas savoir quoi demander. Et puis, tu vois, ça va être bloquant. Comme quand tu vas voir un groupe en concert, t'as envie de penser que ce qui se passe là, c'est unique, tu vois. Alors qu'en fait, ils ont dit les mêmes trucs tous les soirs depuis 60 jours. Des fois, je fais des interviews, je suis trop content. Je fais, putain, c'est trop cool. Tu sais, et après, je vois les interviews des autres qui sortent ou d'autres étrangers. Je fais, putain, mais ils ont répondu là, exactement la même chose mot à mot. Et je suis hyper dégoûté. Mais c'est des acteurs, comme tu dis. Ça veut pas dire qu'ils sont pas dans le feeling de ce qu'ils disent. Tu vois, tu le sens, ça. Tu sens quand ils répondent automatique ou quand ils rejouent une anecdote et ils prennent du plaisir à la rejouer. La preuve du mec qui en fait des tonnes, c'est vraiment Jeff Goldblum. Tu l'as interviewé et le mec en fait mais des caisses pendant toute l'interview. Non, mais lui, il est comme ça après. Donc, il adore faire ce qu'il fait. Il est dans ce côté un peu Très gentil, mais ça n'empêche que pour lui, c'est une habitude. Il fera la même chose demain avec bien sûr. Bien sûr, mais il se force pas. Il est comme ça pour de vrai. Donc en fait, ce qui était bien avec lui, c'est que j'avais mes questions et lui, il sort toujours du cadre des questions. Il va hors champ, il va hors piste. Moi, j'adore ça. Je m'attendais au chaos. C'était moins le chaos que je pensais. Je pense que ce jour-là, il était plus, il était jet lag, il était un peu plus fatigué. Mais en fait, il a ce côté et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai envie de ça, tu vois. Je vais vous faire un petit laboubou. Et en fait, il me pose des questions sur laboubou. J'y connais rien. Puis il me fait, mais je peux l'appeler, mais je peux lui donner un nom. Je dis, mais oui, ce que vous voulez. Je vais l'appeler Olivier. Je vais le garder toute ma vie. Tu sais, mais j'étais là, mais c'est complètement fou ce qui. Et en fait, il adore l'impro et il est comme ça. Donc, tu sais, je suis pas en train de me dire, il se force parce qu'il se force pas. S'il veut pas le faire, il le fait pas. Tu vois. Déjà, il n'aurait pas fait ce format-là. En fait, il est content de discuter. C'est un acteur, donc il a un certain ego, tu vois, il est content de parler de sa carrière. C'est pas négatif quand je dis un ego. Quand tu es acteur, je pense que tu es obligé d'avoir un ego plus développé que nous, sinon tu fais de la presse écrite et t'es caché derrière tout le monde et t'écris sous des pseudos, comme on a tous fait pendant des années. Donc voilà. Donc non, Jeff Goldblum, je pense qu'il y avait un côté, il y a un jeu, ça lui plaît, ce côté de séduction, et moi je suis aux anges, quoi. Et pour finir, la dernière question du questionnaire. C'est un questionnaire rapide, hein. Ça fait 3h20. Avec quel acteur tu as fait ta plus mauvaise interview? Acteur ou actrice, bien sûr. Je vais dire Charlize Theron, mais j'ai déjà parlé d'elle. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. Je vais dire Jared Leto. Il est venu à Paris pour Morbius. Et en fait, il répondait oui par non. Donc franchement, tout le monde, si t'avais 5 minutes, il y en a qui sortaient, des collègues au bout de 3 minutes qui étaient là. C'est insupportable, j'arrête. C'est pas ma pire parce que j'avais préparé plein de questions et moi j'ai enchaîné. Et en fait, comme je suis pas spécialement fan, je n'étais pas blessé. Et j'ai commencé à lui parler de musique en faisant un peu le couillon et ça l'a réveillé. Donc au final, il y a eu 2-3 trucs. Mais oui, non, sinon c'était de la merde. Est-ce que tu pourrais me donner ton top 3 films ever? Putain, mais c'est quoi? Ça se prépare ces questions. Ok. C'est des films de chevet, tu vois. Ouais, alors je vais faire Ever de chevet en fonction des films qui m'ont marqué dans mon ADN. Donc c'est peut-être plus forcément les films préférés. Je vais essayer de deviner. Vas-y. Est-ce qu'il y a un Ghostbusters, il y a un Point Break, il y a un... Point Break. Je vais faire 3 dans mon ADN d'enfant. Enfin, bon, il y a Star Wars. Guerre des étoiles. J'ai vu au cinéma en 77 à Los Angeles. Mon père, il m'a emmené le voir. J'étais tout petit. Du coup, ça m'a marqué. J'ai eu peur. J'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. Je vais dire Terminator parce que c'est le premier film à moins de 13 ans que j'ai vu. À l'époque, c'était 13 ans. Et ça a changé ma vie.
Et après, je suis vraiment dans la merde parce que tu m'as dit 3. Alors, j'ai dit Point Break, mais ça peut être E.T. ou Rencontre du troisième type, ça peut être un John Carpenter, ça peut être The Thing, ça peut être... Donc voilà, c'est déjà pas mal. Mais pour rester, il y aurait pu avoir Rambo 2, mais vu qu'il m'a déçu après, alors tous ceux que je cite, je les trouve toujours incroyables. Mais ça, c'est mon ADN. Et j'aurais pu dire un film de Lynch aussi. Hein. Ok. Mais j'ai découvert plus tard, mais j'aurais pu mettre un Lynch, tu vois, j'aurais pu mettre Sailor et Lula, parce que j'étais encore adolescent. C'est vraiment un cinéphile, on peut le dire. Est-ce que tu manges du film Ouais, alors, hors reproduction prête, bien sûr. bien sûr, et surtout, ouais, alors je sais pas ce que c'est que cinéphile, parce que par rapport à des collègues qui parlent toujours de ça et qui ont un langage très analytique, moi je suis fan de cinéma en fait. Voilà, comme je suis fan de musique, mais je suis pas obsessionnel. Est-ce que, comme dit Thomas VDB, t'es un fou de Je cinoche? suis un fou de cinoche. Mais je suis pas obsessionnel comme lui, tu sais, Thomas il l'a dit, et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte, il dit souvent, mais moi, quand j'aime un groupe, je suis obsédé et j'écoute que ce groupe-là. Ouais. Et c'est vrai qu'il était déjà comme ça à Roxand, je me rendais pas compte à l'époque, mais il avait ça avec Weezer, vraiment. Moi, maintenant, je commence à être obsessionnel quand j'adore un groupe. J'ai envie de savoir plein de trucs. Mais par contre, j'écoute toujours plein d'autres trucs. Tu vois, maintenant, enfin, des trucs que des potes me conseillent. Donc en film, c'est pareil, on me conseille un truc. J'ai plus une soif de découverte de film aujourd'hui que de musique. Mais j'écoute toujours beaucoup de nouveautés en musique parce que des potes comme, pas toi, parce que tu te souviens jamais de ce que tu écoutes, mais tu vois, Franck Fréjny, Guillaume Sercus ou d'autres, ou Thiel, ou ah putain, j'ai ce groupe-là, il faut que tu écoutes, c'est mortel, voilà. Mes potes du punk rock qui me conseillent plein de trucs, et merci. Est-ce que tu as vu un film récemment au cinéma qui t'a plu? J'ai vu Alter Ego, c'est le nouveau film de Laurent Lafitte, tu t'attendais pas à ce que je dise ça. Et en fait, c'est Nicolas et Bruno qui font. Nicolas et Bruno, c'est ceux qui ont fait Caractère, un message informatif sur Canal. Donc il y a ce côté de l'entreprise rétro, 80s, dans laquelle t'as pas envie d'être, où tout le monde s'appelle Jean-Pierre machin et Jean-Sylvie. Et le film, il est mortel. On dirait un croisement entre ce qu'ils font, entre Fab Caro, celui qui fait Zai Zai Zai, tout ça, et du Dupieux. Et c'est super drôle. Ça change pas le cinéma. Sinon, le dernier film qui m'est vraiment bouleversé, c'est Sirat. Je sais pas si t'as vu ce film-là. Ouais, j'ai grave envie de le voir parce que même dans le milieu techno, notamment celui Free Party, il y a que des bonnes critiques autour de ce film-là. Et même récemment, j'ai eu Yann Black, le tatoueur au téléphone, qui n'a fait que me vendre le film en me disant « Ouais, tu vas adorer et tout. Faut absolument que tu ailles le voir au cinéma. » Donc ouais, c'est sur ma to-do list. Moi, je l'ai vu au ciné, tu vois, je l'ai vu sur un super écran, super son. Et franchement, ça commence sur une rêve. J'étais dedans, alors que toi, c'est pas ma culture. Et le film, ouais, m'a mis, voilà, je savais pas de quoi ça parlait. Grosse torgnole dans la tête. Et tous les ans, j'ai des films comme ça. Tu vois, l'année dernière, il y a 2-3 films qui m'ont fait ça. Mais voilà, le dernier qui m'ait fait ça, c'est vraiment Sirat. Mais cette année, je sais que ça va arriver. Il y a des gros films qui vont sortir. Pour finir cette interview, on va parler un petit peu de ta carrière de musicien aguerri, car tu l'es, ça fait 30 ans que tu joues dans différents groupes ou en solo même maintenant, et tu as sorti 4 ou 5 albums avec Dead Pop Club, il me semble. 4 albums, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que grâce à toi, non mais tu nous as proposé de signer sur le deuxième album sur Diabolic Records. Et grâce à toi, on s'est retrouvés chez Crash Disc et chez Pias. Alors, notre notoriété a pas... Non, mais par contre, on a eu une vraie promo. Madame Kaka, qui est la première invitée de ton podcast, et c'était passionnant ce qu'elle disait. Et on s'est retrouvés chez Crash. On a eu plein d'opportunités de fou. Je remercie Kaka, d'ailleurs, et Marsu. Et toi, parce que c'est grâce à toi. Moi, j'aurais jamais osé aller frapper à la porte de Crash Disc, mais... C'est fou, hein, vraiment, la vie qu'on mène, c'est incroyable. Tu as également joué de la guitare et même chanté au sein de Maladroit. Je joue toujours de la guitare dans Maladroit, qui fait quelques concerts par an, qui continue, et ouais, on joue plus beaucoup, mais on fait une poignée, un gros week-end par an, ou voilà, à l'automne, on va se faire quelques dates. Depuis maintenant plusieurs années, tu as décidé de te lancer dans une carrière solo. Et ce qui est marrant, c'est quand on te connaît, tu es quelqu'un de plutôt timide, anxieux, qui a le trac. Et faire ça, c'est quand même assez couillu de se présenter sur scène seul avec une guitare. Et donc, ton projet s'appelle Panic Monster. Je crois que c'est l'arrivée il y a eu le Covid et la fin de la quarantaine, en me disant qu'est-ce que j'ai jamais osé faire, et c'est ça notamment. Et donc je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et si c'est nul, c'est pas grave, j'arrête. Enfin, si je le fais encore, c'est surtout grâce à Forest Spooky, hein, qui m'a poussé à faire ça, parce que je vais en parler depuis 10 ans, et surtout qui m'a emmené en concert, parce que je pense que sans lui, j'aurais fait 2 dates à Paris. Forest Spooky, qui est un artiste qui joue dans plein de groupes, mais surtout qui a une grosse carrière en tant que musicien solo, avec sa guitare et sa voix qui porte, et qui tourne dans le monde entier grâce à ça. Il m'a emmené avec lui, parce que sinon,
honnêtement, tu vois, j'aurais fait 2 dates, j'aurais arrêté parce que j'aurais pas été à l'aise, j'aurais trouvé ça nul. Tout le monde s'en branle de l'acoustique, moi le premier. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien que tu le dises parce que c'est chaud à mourir l'acoustique. Mais bien sûr, et en fait, j'ai toujours voulu faire une chanson là-dessus, et Poésie Zéro l'ont fait avant moi et l'ont très bien fait. Et la chanson est hyper cool et elle est complètement accurate, comme dirait Jean-Claude. Dans mes grands moments d'interview, non mais j'ai fait Jean-Claude Van Damme. Mais putain, mais j'avais le trac, mais c'était un des meilleurs moments de ma vie, mec. Et du coup, comment c'est? Bah, raconte-nous, ça m'intéresse. Il était complètement perché. J'y allais, j'avais une rage dedans. Donc j'avais une chic comme ça. Et j'étais en arrêt, et on fait, il y a Jean-Claude. Je fais, putain, mais non, mais je suis obligé d'aller voir Jean-Claude. Donc j'y vais comme ça, et il me fait, qu'est-ce qu'il me dit? Rage dedans? Je dis oui. Il me dit, amoxicilline, pardon? Oui, parce que Triangle de la mort, il dit comment ça? Oui, parce que dans Triangle de la mort, douleur, il parle comme ça, et il me donne tous les mots d'antibiotiques, et il y a le mien, je fais oui, amoxicilline, et il fait, je dis, mais comment ça fait que tu te connais autant? C'est à cause du, et je dis, bah, c'est à cause des arts martiaux, tu vois, ton corps, tu te blesses. Il fait, à une certaine époque, j'aimais fait la fête, j'avais besoin de me connaître en médecine. Incroyable. Et franchement, c'était tellement incroyable. Et je fais l'interview, et il a une petite trousse, avec ses lunettes, tout ça. Et il oublie sa trousse. Donc je fais, ah, Jean-Claude, ta trousse? Donc je vais voir Jean-Claude. Jean-Claude, il est torse-poil, il est en train de changer les chemises. Et je fais, Jean-Claude, ta trousse, ton valisou. Et il était là, oh, merci. Enfin, voilà, c'était incroyable. Je vais avoir d'autres souvenirs comme ça de genre, non, mais tu sais, dans les idoles, j'ai jamais fait Stallone, tout ça. On était donc sur Panic Monster, ton projet solo et le premier album, tu disais. J'ai fait un premier album. Bah, c'est pas facile de jouer tout seul. Effectivement, il y a plein de moments de solitude, de gênance. Quand t'es en milieu d'un groupe, déjà, ça passe mieux. Ça passe mieux que c'est que t'as tes potes. Quand tout foire, t'es un gang, en fait. Je pense que t'es comme une équipe de foot où tu te prends 5-0. C'est pas toi qui te prends 5-0. Je l'avais déjà évoqué quand tu interviewais des grosses stars de cinéma ou même de musique. L'angoisse un peu que tu pouvais avoir, le stress. Mais là, c'est différent. Là, tu es sur scène, tu es tout seul avec ta guitare, avec tes propres compos et tu es souvent face à un public qui te connaît pas forcément. Comment tu gères cette pression? Alors, j'ai quand même de la chance, comme c'est pas mon métier et que je fais ça quand j'ai le temps, et même si je fais une trentaine de dates par an, j'ai quand même la chance que la plupart des concerts soient cool. Donc, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas grand monde, il y a toujours un petit parterre de gens qui me connaissent, soit par des pop clubs, soit par Maladroit, même s'ils sont 5. Hein. Et c'est vrai qu'avec les années, je me suis rendu compte, surtout en jouant avec Maladroit, il y a plein de gens qui venaient me voir, qui m'avaient dit, tiens, on vous a vu avec Dead Pop, et des souvenirs de salles vides, parce que des fois, on faisait des MJC, des SMAC, tout ça. Et en fait, ils ont gardé un super souvenir parce qu'on avait fait le concert comme si le concert était plein. En même temps, on n'a jamais fait de concert plein. Ouais. Mais tu vois, eux, ils me disaient, ça les a marqués. Et ça m'a vachement travaillé, ça. Et c'est vrai que moi, quand je vais à un concert, bah, c'est pas de ma faute s'il y a 3 personnes, genre avec le groupe qui joue comme si on était 150, tu vois. Donc, tout ça, c'est pareil. Et j'ai des potes comme Forest Pookie, comme Mike Nograph, comme d'autres potes qui font l'acoustique, à qui j'en ai parlé, Noé Talbot, et on en parle. Et en fait, bah, ils me donnent des conseils comme ça. Ils essaient de te focus sur les gens qui sont là. Franchement, il y a eu des moments au début hyper compliqués, où franchement j'avais envie de m'enterrer, où c'était l'enfer. Je me suis dit, plus jamais. Comme avec le RN, plus jamais. Comment tu arrives à trouver la force de remonter sur scène après une première fois qui est plutôt mitigée, et puis en plus, encore une fois, tu es bouffé par le stress? Bah, soit c'est pas le lendemain, soit parce que j'avais une bonne date, et puis que Forest, il me disait, bah, viens jouer avec moi. En fait, mes premières tournées, j'ai eu du bol. J'étais avec Forest et un autre copain qui s'appelle Stéphane, qui est le bassiste de Dionysos, mais qui fait des trucs acoustiques tout seul. Et en fait, c'était des house shows. Donc, tu joues chez des gens ou des salons comme le tien. Donc, les gens sont super attentifs. J'ai eu du bol de toujours jouer dans des gens qui étaient là, contents, et qui venaient voir un concert. C'est vraiment après que je me suis pris des claques, parce que je sortais de je sais pas, on a fait 25 concerts comme ça. Tu vois, donc franchement, pour démarrer, je pense que tu peux pas rêver mieux, même pour après. Ouais. Et c'est là où je me suis retrouvé dans des pubs irlandais où tout le monde n'a rien branlé. Je m'en souviens, j'étais dans un truc dans le 13e. Il y avait Lords of the Pine qui m'avait invité. Donc ils avaient leurs copains. Heureusement qu'il y avait des copains, il y avait quelques copains qu'on connaît qui étaient là. Mais il y avait toute une tablée qui était de dos. Donc j'essaie de dire des trucs un peu choquants. Ils se retournaient, mais ils se retournaient pas vraiment. Et en fait, ça marchait pas. Maintenant, je le vois un peu comme, je pense que c'est en parallèle à ce que je fais, tu vois, avec Allociné, d'être filmé, où j'étais obligé de prendre sur moi-même. Les deux sont en parallèle. En fait, j'y suis. Personne n'a demandé à ce que j'y sois. Certainement pas les gens qui sont là. Ils ont pas demandé à me voir. Donc en fait, il faut que j'assume. Et donc je me dis, si je veux le faire, maintenant ça va mieux. Ça veut pas dire que j'en prends pas plein mon amour propre, hein, et que c'est compliqué. Hein. Et que quand je reviens pas, enfin, s'il y a une tournée que comme ça, je reviens, je me dis j'arrête, quoi. Et je pense que pendant un mois, je joue pas. Enfin, tu vois, honnêtement. Hein. Mais des fois, quand tu arrives à faire des trucs, il y a un petit plaisir, en fait, d'adrénaline. Est-ce qu'un de tes buts, hormis le fait évidemment de jouer de la musique, c'est d'arriver à captiver l'attention des gens qui ne sont pas là pour toi, qui ne te connaissent pas, et d'essayer peut-être d'arriver à gratter quand même quelques nouveaux fans? Ouais, un petit peu. Alors, je le conscientise pas complètement comme ça, parce que je suis un peu à l'aveugle, parce que j'ai hyper peur. Je suis là.
pourquoi je fais ça? Mais une fois que je commence à jouer, je suis dans les morceaux, et puis il y a quand même un truc qui se crée, et puis si j'entends des gens rire sur 2-3 trucs que je dis, ça me donne vachement d'énergie. Et maintenant, ça fait quand même quelques années que je fais ça, donc j'ai quand même le souvenir des autres, même si j'ai encore des moments durs. Et en fait, personne me force, encore une fois, personne me force à être là. Donc j'y vais de moi-même, tu vois. Mais je pose la question des fois, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue? J'ai pas autre chose à foutre à 50 balais. Je pense que c'est un peu comme le stand-up, à mon avis. Le stand-up, c'est pareil. T'es C'est seul. comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Sauf que j'ai les chansons, peut-être pour m'attraper. Enfin, ou pas. Ou pour m'enfoncer. Non, mais en fait, maintenant, ça fait 4 ans que je fais ça, et j'ai pensé l'autre jour, tu vois, avec le recul, c'est pareil. Sur le moment, tu penses jamais à ces trucs, c'est comme la presse. Les gens que je rencontre, tu vois, je pense pas, je me dis pas, putain, j'ai rencontré John Biafra, j'ai rencontré Keanu Reeves, tu vois. Mais avec le recul, tu vois, honnêtement, je suis sorti sur Kicking, mon disque, et du coup, j'ai eu quelques super premières parties, et j'ai fait notamment la première partie des shérifs au Rockstore, chez eux, tout seul. Franchement, c'est blindé. Je suis trop content d'être là, et une fois que je suis sur scène, je fais, pourquoi je suis là, en fait? Ah, vraiment. Enfin, je voudrais être là avec des pop clubs ou avec Maladroit. Et mon acoustique, j'y suis allé, et c'était mortel, parce que le public des shérifs, il est mortel. C'est un public, il y a plusieurs générations. Je pense que quand tu montes sur scène, ils se disent, ah bah s'il est là, c'est que c'est un copain au shérif. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et du coup, c'était mortel, c'était incroyable. Mais j'avais vraiment peur. Et heureusement que j'avais mon copain Romain Boone de Charlie Fiasco, qui tourne avec les shérifs, là, qui fait backliner, tout ça. Il était sur le côté, et il chantait quelques-uns de mes morceaux, et ça m'a tellement aidé. Tu vois, et je suis trop content de l'avoir fait. Et je sais qu'il y a quelques années, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Toi, j'avais essayé, quelques années, j'avais fait un groupe brièvement qui s'appelait The Vein Shot avec Chris, la guitare dans le Boys. On avait fait un petit 45 tours, on avait fait 2 concerts, et j'étais tellement mal à l'aise. Pourtant, c'était devant les potes, hein. En fait, j'étais tellement pas bien, mal à l'aise, et ça allait pas, et je gérais tellement rien que j'ai arrêté. Ah non, mais j'étais là, je veux pas faire ça, c'est trop dur. Donc je suis content, tu vois. Il y a un moment, je me suis dit, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, putain, si je le fais pas maintenant, je vais le regretter. Donc je le fais. Et maintenant, je prends du plaisir. Tu vois, il y a ce côté adrénaline, puis surtout, j'ai envie de m'améliorer. Tu vois, ce que je fais, c'est pas envie. Je pense que tu t'améliores justement avec le temps. Je pense que je suis un peu, ouais, mais j'aimerais bien encore être plus à l'aise, m'améliorer, mieux jouer, mieux chanter, faire plus des morceaux comme j'ai en tête. Et là, je vais enregistrer un album, j'espère qu'il sera mieux, tu vois. Mais oui, je travaille, mais c'est cool. Et aussi, ça me permet de faire des concerts, tu vois. C'est plus compliqué avec des groupes parce que on joue moins avec Maladroit, tout le monde est moins libre, tout ça. Les premières années, j'ai dû faire quarantaine de concerts grâce à Forest. Et puis maintenant, je dois être à 25, tu vois. Mais ce qui est hyper bien. Tu vois, je fais des 2-3 tournées dans l'année, puis des petits week-ends. Et tes projets, c'est quoi donc t'es en train d'écrire un second album? Ouais, bah, que je voudrais enregistrer là, avant l'été, avec Riff Gordon, qui joue dans un groupe qui s'appelait Baby Chaos, donc j'étais extrêmement fan, et voilà, que j'ai rencontré à l'époque de Rage. Et j'ai aussi un autre groupe de punk rock cette fois-ci, enfin de punk rock, de rock, avec Jérôme le batteur de Dead Pop Club, Florian de Hogwash et John de Second Rate. Voilà, on a un groupe qui s'appelle Carolina Reaper, qui ressemble un peu à nos 3 groupes réunis. Et voilà, on a déjà 3 titres qui sont en ligne, et on espère enregistrer un EP d'ici l'automne. Mais ça avance, ça avance. Le lien sera dans la description de l'épisode. Ouais, merci. Écoute Olivier, c'était bien cool. Bah, je suis content d'avoir passé 4 heures avec toi à l'interview. Ah pardon, on n'est plus qu'à 2 heures. Ouais, plus qu'à 2 heures. Ça, c'était trop cool. Mais franchement, c'est trop cool. Et enfin, Thomas, c'est trop cool. Je m'attendais vraiment pas. Non, je te promets. Ça fait toujours bizarre d'interviewer un pote. C'est toujours pareil, tu sais, les rares fois où je fais ça, après des fois je réécoute et je fais. En fait, je suis tellement pas habitué à parler de ce que je fais que des fois voilà, je parle sans arrêt, et des fois mon propos il est un peu perdu dans la diarrhée verbale. Merci Olivier. Et ben merci Monsieur Stéphane. Et Des Side Burgers. C'est ça. Mon kiki. Petit rappel, on est écoutable sur plein d'endroits, notamment Amazon, Spotify, Deezer, Apple Podcast et même YouTube. C'est fou. Et on est sur les réseaux également, sur Facebook, également sur Instagram, SQNT Podcast. Comme diraient mes amis des vulgaires machins, on est complètement anticapitaliste. Donc si vous voulez soutenir notre combat contre le capitalisme, allez écouter tout ce qu'on fait sur YouTube et Spotify, tout ça. Enfin, ils le disent vraiment mieux que moi, hein. Mais c'est la meilleure fin possible. Merci, soutenez-nous, et merci encore Olivier. À bientôt. Et merci Monsieur Stéphane. Ciao. Bisous.